Bonsoir à tous. C'est un grand succès ce soir à l'initiative du barreau de Montpellier qui a invité donc notre bâtonnier Jacques Martin pour pas des brèves de comptoir, mais des brèves de prétoire. Donc on remercie la Gazette Café donc de nous recevoir. Et je vais donc céder la parole à notre bâtonnier qui va donc nous faire part de ces brèves de prétoire. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci à vous de votre accueil. Merci à la Gazette de nous accueillir. Merci aux bâtonniers de Montpellier, le bâtonnier actuel, d'organiser ce genre de manifestation qui ne peut que servir la cause du barreau. Pourquoi brève de prétoire ou sourire au palais? Parce que, en ces temps de morosité ambiante, il m'est apparu qu'il fallait décrire la vie judiciaire autrement que par ce que l'on peut raconter. Et la vie judiciaire, c'est ce que vivent ceux qui, véritablement, en sont les acteurs, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, le personnel judiciaire, et aussi souvent les justiciables eux-mêmes, qui sont victimes des maux que nous prononçons. Donc il m'est apparu nécessaire de faire connaître un peu la face cachée du palais. Et ça me paraissait une nécessité absolue en ces temps où le moral de tous n'est pas forcément au beau fixe et qu'il fallait un peu dérider et faire sourire les gens par des brèves de prétoire qui sont souvent le reflet de ce que nous avons vécu, en tout cas de ce que j'ai vécu en 50 ans d'exercice professionnel, puisque j'ai prêté serment le 23 novembre 1970. Donc, plus de 50 ans d'exercice professionnel, plus d'un demi-siècle, je considère que c'est une chance. Une chance parce que ça m'a permis de côtoyer, de plaider ou de m'opposer à des gens qui ont marqué non seulement le barreau de Montpellier, mais le barreau national et, plus encore, la vie de notre pays. Puisque au moment où je me suis inscrit au barreau, en modeste avocat stagiaire, en novembre 1970, figurait au barreau un homme extraordinaire qui s'appelait Vincent Badi. Vincent Badi avait été ministre, il avait été bâtonnier de l'ordre des avocats, mais surtout, il était un des 80 parlementaires qui avait refusé de donner de plein pouvoir au maréchal Pétain. Et il était avocat au barreau de Montpellier. Lorsque je me suis inscrit, j'ai eu la chance de côtoyer le bâtonnier Badi, aussi le bâtonnier Lafont. Tous les deux avaient été déportés. Et c'était pour moi un souvenir merveilleux que d'avoir eu à les rencontrer et à plaider avec eux. Ça n'était pas facile, mais le barreau de Montpellier est un barreau exemplaire. Et je le dis souvent aux plus jeunes, à ceux qui embrassent la profession, ils ne vont pas s'inscrire, ils ne s'inscrivent pas dans un barreau commun. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un diktat pendant la guerre qui avait imposé que les avocats juifs soient radiés de l'ordre. Et ce diktat, il a été respecté dans certains barreaux, y compris au barreau de Paris. Il ne l'a jamais été au barreau de Montpellier. Le barreau de Montpellier était dirigé alors par un bâtonnier exceptionnel qui s'appelait le bâtonnier Granat. Et malgré le diktat de Vichy qui avait imposé aux bâtonniers de radier de l'ordre tous les avocats juifs, le bâtonnier Granat, tout au long de l'occupation, a maintenu au tableau le bâtonnier Benjamin Millot. Benjamin Millot, ça n'était pas n'importe qui. C'était un ancien bâtonnier, c'était un ancien doyen de l'ordre. Il avait été maire de Montpellier, il était juif. Et quand le gouvernement de Vichy a imposé ce diktat, le bâtonnier Millot avait écrit au bâtonnier Granat en exercice et lui avait dit « Voilà, je suis juif, je rentre dans le cadre de la loi qui vient d'être votée. » Et Granat lui avait répondu « Il n'y a pas de juifs au barreau. » Pour reprendre l'expression d'ailleurs qu'avait utilisée Pierre Masse, sénateur de l'Hérault, qui avait répondu un jour à Pétain « Monsieur le maréchal, il n'y a pas de juifs au Sénat. » Donc voilà les personnages essentiels que j'ai côtoyés au début de ma carrière. Mais je ne suis pas là pour raconter, pour faire la gloire du barreau de Montpellier. Elle n'en a nul besoin. Elle existe en tant que telle. Ce barreau était un barreau de résistance. Et aujourd'hui, il l'est encore
par la manière dont il se comporte. Et aujourd'hui encore, il y avait une manifestation devant le palais pour permettre aux avocats de se battre contre l'attaque qui est portée contre le secret professionnel. Il est triste de penser que cette attaque, elle est portée par l'un des nôtres, et sans doute l'un des meilleurs. Alors, en fait, je voulais surtout raconter des histoires qui prêtent à sourire plutôt qu'à des moments de tristesse. J'ai eu la chance un jour de plaider aux assises de Pau aux côtés d'un homme exceptionnel qui était Émile Polack. C'était un immense avocat. Et un jour que je m'étais hasardé à lui demander pour quelle raison il avait embrassé la profession d'avocat, il m'a répondu: Saint-Martin, si vous voulez être heureux un jour, si vous voulez être heureux une heure, saoulez-vous. Si vous voulez être heureux un jour, mariez-vous. Et si vous voulez être heureux toute votre vie, soyez avocat. C'était Polack. Il arrivait, lorsqu'il plaidait à l'extérieur, il arrivait à l'audience de bonne heure et il demandait à un confrère local de lui acheter Paris Turf. Pourquoi Paris Turf? Parce que Polack avait deux passions, le barreau et les courses. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, il avait deux filles. L'une qui était avocate, Nicole, qui était une de mes amies, et l'autre était jockey. Et son petit-fils, d'ailleurs, a été un des derniers bâtonniers du barreau de Marseille. Voilà ce que racontait Polack. Alors, plaider avec Polack, c'est un enchantement. C'est un homme qui manie les mots avec une véritable... C'était un poète, un artiste, et c'était tout à fait exceptionnel de pouvoir plaider à ses côtés. Un jour que nous plaidions à Pau pour un homme qui avait mis une bombe dans un restaurant de Bayonne, c'était à l'époque où il y avait des conflits avec les autonomistes basques. Et à un moment donné, le sixième juré, c'était l'époque où les jurés n'étaient pas tirés au sort sur les listes électorales. Ils étaient désignés par les maires, par les conseils municipaux. C'était donc pour l'essentiel des notables, ceux qui ne les rendaient pas plus intelligents pour autant. Et à un moment donné, au cours de l'audience, le sixième juré a posé une question dont je me suis dit qu'elle était sans doute d'une bêtise incommensurable. Et bien évidemment, je suis passé outre à la question du sixième juré, mais pas Polack. Polack, avec ses crayons rouges d'un côté et bleus de l'autre, il a écrit sur sa feuille « sixième juré ». Je me suis posé la question de savoir pourquoi il écrivait cela, alors que ça me paraissait véritablement dérisoire, l'intervention de ce juré. Et au moment où il a plaidé, j'ai un peu compris, modestement. Il s'est tourné vers ce sixième juré. C'était l'époque où les jurés étaient en face de nous. Ils n'étaient pas derrière la cour, comme aujourd'hui. Ils étaient en face de nous. Polack l'a pointé du doigt. Et lui a dit: Monsieur le sixième juré, vous qui avez posé ce matin la question qui a éclairé les débats. Et j'ai vu que le sixième juré ajustait sa cravate, et si nous avons été acquittés, je suis à peu près persuadé, outre le talent de Polack, que le sixième juré n'a pas été véritablement étranger au verdict qui a été prononcé. Polack avait aussi une particularité, il détestait les avoués. Il considère qu'ils ne servaient à rien, que c'était des boîtes aux lettres. Et il s'en prenait souvent à son avoué à la cour d'Aix. Et cet avoué à la cour d'Aix avait une particularité, c'était la manière dont il écrivait à ses clients. Un jour, il écrivait à un de ses clients: « Cher monsieur, je suis particulièrement heureux de vous informer que votre affaire vient d'être inscrite devant la 13e chambre de la cour. Point. J'y vois là un heureux présage. » Et le même écrivait: « Cher monsieur, je suis particulièrement heureux de vous informer que par arrêt en date de ce jour, la Cour a déclaré votre appel recevable en la forme. Point. Pourquoi faut-il qu'en s'arrêtant en si bon chemin, elle ait cru devoir vous débouter quant au fond? Point. Pire, elle vous condamne aux dépens. » Voilà qui était Polack. Et Polack il n'attachait pas beaucoup d'importance à son apparence physique. Il avait les cheveux longs, beaucoup de pellicules qui tombaient sur sa robe. Et un jour qu'un avocat parisien qui, lui, par contre, était venu avec une robe exceptionnelle et un attaché vuitton, était arrivé plaider à Aix-en-Provence et avait interpellé un confrère local, et il lui dit: « Pardon, confrère, comment plaide-t-on ici ?» Et Polack lui répond: « Debout, monsieur, et de préférence en français. » Tout ça, c'était Polack. C'était tout à fait exceptionnel d'avoir eu à travailler ce dossier d'assises avec lui. Pourquoi? Parce qu'après l'acquittement, on est allé fêter ça dans un restaurant de Pau, et on ne s'est pas livré à des libations extraordinaires, mais Polack a raconté sa vie,
et ses succès professionnels et ses échecs aussi, puisque mon maître Jean Thévenet me disait toujours, vous savez Martin, dans le pénal, il y a beaucoup plus de Waterloo que d'Austerlitz. Et c'est vrai que, voilà, alors je voulais vous raconter ce moment vécu avec Émile Polac, parce que c'était un moment exceptionnel dans ma carrière d'avocat. Il y avait des usages au barreau, quand j'ai prêté serment. Il y avait à la bibliothèque des avocats qui portent le nom de Jean Guibal, ancien doyen de Montpellier, ancien bâtonnier. Il y avait de grands fauteuils. Et quand j'ai prêté serment, nous n'avions pas le droit de nous asseoir. Les jeunes ne pouvaient pas s'asseoir dans ces fauteuils. Ils étaient tenus à distance et ils écoutaient les grands anciens, Delmas, Zuccarelli, David, certains bien connus. Delmas a été maire de Montpellier, Zuccarelli aussi. Et nous écoutions avec un certain enchantement tous ces anciens raconter leurs histoires. Et parmi les histoires qu'il fallait raconter et que nous écoutions, il y avait un usage constant au sein du barreau qui malheureusement a un peu disparu, qui était le banquet de l'ordre. Le banquet de l'ordre, c'était le banquet qui réunit tous les avocats, tous, une fois par an. Et lors du premier banquet auquel j'ai assisté, je me suis trouvé à un moment donné aux côtés du bâtonnier Gaston Escarguel. Gaston Escarguel avait été maire de Sète et bâtonnier. Et je posais la question au bâtonnier Escarguel de savoir comment se passait le banquet. Il me dit, vous allez voir Martin, nous allons dans une maison close, c'était chez Rose, rue Bousséronne à Montpellier, et l'usage était qu'il y avait, selon le rituel, la patronne de la maison disait « Mesdames au salon », et les dames du lieu descendaient, et les avocats attendaient, étant précisé qu'ils devaient monter dans les lieux confidentiels dans l'ordre du tableau. Puisque c'est l'usage chez nous, on monte dans l'ordre du tableau. Le problème, c'est que ceux qui montaient en tête étaient les anciens bâtonniers et que parfois, ils avaient quelques difficultés à parvenir à leur fin. Et les plus jeunes attendaient en bas, en regardant, c'était le bâtonnier Escarguel qui me l'avait raconté, un film prétendument érotique qui s'appelait « Cueillette des olives en Basse-Provence ». Voilà, le banquet de l'ordre, ça n'existe plus malheureusement parce qu'il y a une loi qui s'appelle loi Martrichard qui a supprimé ce genre d'activité et le banquet de l'ordre existe toujours, mais il n'a plus la même valeur et la même saveur. Et lorsque je suis arrivé, je l'avoue humblement, je suis arrivé trop tard. Voilà ce qu'il fallait savoir parce que ce qui est important, c'est la tradition du conte. Au barreau de Montpellier, comme dans d'autres barreaux, il n'existe plus beaucoup de conteurs. Je peux dire, parce que je ne veux pas me parer des plumes du pan, qu'il en existe aujourd'hui 2 au sein du barreau de Montpellier, mon ami Gérard Christol et moi. Et à ce propos, il faudrait que les plus jeunes connaissent la plus belle histoire de notre barreau. Elle se déroule entre les deux guerres à la bibliothèque de l'Ordre, qui s'appelle aujourd'hui Bibliothèque Jean Guibal. Et il y a là un ancien avocat, un vieil avocat. Il était parvenu dans l'extrême hiver de sa vie, qui s'appelait Calais-aux-Lois, qui avait été en particulier spécialiste de droit maritime, parce qu'il était de Sète. Et un jour, Escarguel et Marchand, qui ont tous les deux été d'ailleurs bâtonniers plus tard, mais bien plus tard, arrivent à la bibliothèque de l'Ordre et voient Maître Calais-aux-Lois avachi dans un fauteuil. Et ils sont un peu interpellés, d'autant plus que Maître Calais-aux-Lois a oublié d'agrafer sa braguette. Alors, comment aller aujourd'hui ? Aujourd'hui, si ça arrivait, un jeune viendrait me taper sur l'épaule et me dirait « bâtonnier quand même ». Mais à l'époque, comment aller dire à Maître Calais-aux-Lois que sa braguette était ouverte ? Escarguel, le plus audacieux des deux, s'est approché modestement, a pris le bras de Maître Calais-aux-Lois et lui a dit « Maître, je crains que vous n'ayez pas remis les choses en état ». À ce moment-là, Calais-aux-Lois se penche en avant, s'aperçoit qu'effectivement, il n'a pas agrafé sa braguette. Il prend le bras d'Escarguel et lui dit « Ça n'est rien, Escarguel, à oiseau mort, cage ouverte ». Et je suis persuadé que beaucoup de jeunes avocats ignorent cette histoire, qui est pourtant bien réelle et qui est, je crois, tout à fait merveilleuse. Et ce bâtonnier dont je parlais, Jean Guibal, dont le nom aujourd'hui a été donné à la bibliothèque de l'Ordre. Jean Guibal qui avait un jour prononcé cette phrase merveilleuse que tous les avocats doivent connaître parce qu'elle est mythique. L'avocat est une conscience au service d'une confiance. Et c'est ça en réalité, la conscience au service d'une confiance. Et Jean Guibal, alors doyen de l'Ordre, devait comme c'est l'usage prononcer le discours lors du banquet. Le bâtonnier en exercice était un peu inquiet parce que Jean Guibal était vraiment dans l'hiver de sa vie. Et
Comment pourrait-il prononcer le discours? Alors, l'heure du discours est arrivée. Le bâtonnier donne la parole au bâtonnier Guibal et lui dit Monsieur le doyen, c'est à vous. À ce moment-là, le doyen Guibal se lève et il commence son discours ainsi. Quel caca blanc. Alors, le bâtonnier est un peu ennuyé. Il dit reprenez, monsieur le doyen. Alors, le doyen reprend. Quel caca blanc. Ouf. Il y a un moment d'émotion quand même, surtout pour le bâtonnier en exercice. Et on lui dit mais reprenez, monsieur le doyen. Alors, il reprend. Quel caca blanc que puisse être le poids des ans. Voilà le discours du bâtonnier, du maître Guibal, doyen de l'ordre. Je parlais tout à l'heure de Gérard Christol, qui est un merveilleux conteur et un merveilleux ami, qui est doyen de l'ordre. Et il y a une très belle histoire qui a vécu son père, qui était avocat à Lunel. Le père Christol, qui a été mon premier bâtonnier, était un homme merveilleux, mais parfaitement honnête. Et un jour qu'il défendait un viticulteur de la région de Lunel, qui avait une histoire de droit de passage, qui n'était pas quelque chose d'énorme, mais enfin. Et ce viticulteur insistait, maître quand même, maître Christol, il dit, monsieur, votre procès n'est pas bon, je ne peux pas plaider ce procès. Maître quand même, il dit, mais votre procès n'est pas bon. Et à bout d'argument, il lui dit, tenez, il lui sort le code civil et il lui dit, écoutez, regardez monsieur, voyez cet article qui est là, c'est la preuve que votre procès est irrémédiablement perdu, donc je ne peux pas plaider ce dossier. À ce moment-là, le viticulteur de Lunel prend le code civil, il tourne la tête à gauche, il tourne la tête à droite, et il dit à maître Christol, maître, si on arrachait la page. Et cette histoire est, je crois, merveilleuse. Et je l'ai un peu volée à Gérard. Et alors, moi, j'en ai une que j'ai personnellement vécue. Je l'ai vécue avec plaisir et un peu de confusion, je dois dire. Je défendais une jeune femme dans le bureau devant un juge d'instruction. Cette jeune femme avait été, à l'époque, on ne disait pas mise en examen, on disait inculpée. Elle avait été inculpée dans une affaire de vol à main armée qui concernait essentiellement son enfant plutôt qu'elle. Et le juge d'instruction voulait absolument qu'elle ait joué un rôle dans la réalisation des faits, ce qu'elle contestait. Et à un moment donné, le juge d'instruction lui dit « Madame, vous avez été la maîtresse de monsieur X, qui était le principal auteur. » « Non, monsieur le juge. »« Madame, vous avez été la maîtresse de monsieur X. » »« Non, monsieur le juge. » Alors, le juge reprend, madame, le dossier révèle que vous avez été la maîtresse de monsieur X. Elle lui dit, écoutez, monsieur le juge, je vais vous dire une chose. Moi, des quiquettes, j'en ai vu des kilomètres. Alors, c'est pas 20 cm de plus ou de moins qui vont m'impressionner. Je vous avoue que j'ai eu un peu honte, mais j'étais ravi de la réponse de ma cliente, que j'ai trouvée pleine d'aplomb. Voilà. Et je me souviendrai toujours de cette dame, qui était assez extraordinaire. Et on ne peut pas raconter les histoires des brèves du prétoire sans parler du bâtonnier Saccaz. Le bâtonnier Saccaz était bâtonnier de Perpignan. Il venait plaider à la cour le jeudi. Il arrivait le mercredi après-midi. Il descendait comme c'est l'usage aux métropoles. Il roulait en Mercedes. Et le mercredi après-midi, il plaidait le jeudi, mais le mercredi après-midi, il venait à l'ordre et il racontait des histoires aux avocats qui étaient là. Et un jour, mon maître, Jean Thévenet, me le présente. Et une fois qu'il me l'a présenté, je vois Thévenet prendre la fuite et me laisser avec Saccaz. Thévenet me dit à Saccaz, bâtonnier, je vous laisse mon jeune confrère Martin, vous pouvez... Et Saccaz commence à raconter ses histoires. Et à un moment donné, il m'interpelle et me dit, avec son accent de la région de Perpignan, Martin, vous avez passé à votre conseil de révision? Je dis, oui, monsieur le bâtonnier. Vous étiez nu? Non, monsieur le bâtonnier, nous étions en caleçon. Il me dit, Martin, de mon temps, nous étions nus. Nous étions à la queue leu, si j'ose m'exprimer ainsi, nus. Et à un moment donné, celui qui me précède se retourne, s'arrête sur l'endroit précis de mon anatomie et me dit, vous, monsieur, vous êtes juif. Je toise à mon tour et je lui dis, non, monsieur, je ne suis pas juif, c'est l'usure. Voilà le bâtonnier Saccaz, il fallait surtout ne pas l'oublier. Plus loin que notre barreau, je voudrais évoquer une histoire qui est arrivée à maître Moreau Jafferi. Moreau Jafferi était un immense avocat, mais il était surtout ministre sous la Troisième République et président du Parti radical. C'était, vous savez, à l'époque, le Parti radical, c'est ce qu'on appelait les Ratsoks. C'était le Parti radical cassoulet. Et justement, un jour, maître Moreau Jafferi a une affaire aux assises d'Auch, donc département du Gers.
et il n'était pas libre, il demande le renvoi. On accorde le renvoi à Maître Bourg-Javet et on ne peut pas lui refuser. L'affaire vient une deuxième fois devant la cour d'assises d'Auch. Maître Moreau-Jaffery demande le renvoi. Le renvoi lui est accordé, on ne peut pas refuser un renvoi à Maître Moreau-Jaffery. La troisième fois, l'affaire vient aux assises à nouveau, le jour du congrès du Parti radical du Gers. Moreau-Jaffery est présent au congrès. Et le congrès, comme à l'accoutumée, toujours suivi, se termine par un repas extraordinaire de ces repas du département du Gers à Auch. Et Moreau-Jaffery participe bien évidemment. Et à la fin du repas, il rejoint, puisque là, il n'avait pas il avait pensé que le procès se déroulerait, il rejoint le banc des assises. Et lorsqu'il s'assoit au banc de la défense, le repas ayant fait son œuvre, il lâche un rot extraordinaire. Le président l'entend et l'interpelle et lui dit « Maître Moreau-Jaffery, voilà un renvoi que vous n'aviez pas sollicité. » Que vous dire encore? Il y avait ici à Montpellier un avocat charmant qui s'appelait Azéma. On l'appelait Azéma la foudre ou Azéma la guerre. Il n'était ni la foudre ni la guerre, mais il était sympathique. Et il avait cette particularité de ne jamais plaider au prud'homme. Et les prud'hommes, il faut le savoir, siégeaient le soir à 20h30. Et il n'avait pas d'affaire au prud'homme, mais bien évidemment, il disait à son épouse qu'il en avait plusieurs. Toujours à 20h30, et on lui prêtait une certaine aventure avec une lingère de la rue Jean-Jacques Rousseau, donc ça lui permettait d'aller au prud'homme plus souvent qu'à son tour. Et donc, c'était un accord qu'il avait passé avec le greffier du Conseil des prud'hommes, qui s'appelait M. Do, qui avait été un remarquable résistant. Et c'était un accord entre eux. Sauf qu'une fois, Azéma a une affaire au prud'homme, mais pour de vrai. Et il est malade. Il est malade, il dit à son épouse, il faut téléphoner à M. Do, le greffier des prud'hommes, pour lui dire que je suis malade et que je ne pourrais pas venir. Elle exécute. M. Do, mon mari, elle dit, mais le bâtonnier Azéma, je ne peux pas le déranger, il est en train de plaider. Il était au fond de son lit. Cette histoire a mis un terme aux aventures entre le bâtonnier Azéma et la lingère de la rue Jean-Jacques Rousseau. Je ne voudrais pas partir sans vous parler du bâtonnier Espers. Espers, ceux qui l'ont connu, mon épouse qui est là l'a connu, c'était le bâtonnier de Millau. Malheureusement, un tribunal qui a été honteusement supprimé parce que c'était de ces tribunaux dans lesquels il était agréable d'aller. Le bâtonnier Espers, il a siégé en même temps que moi à la conférence des bâtonniers, il siégeait à la commission pénale avec moi. Et il arrivait à la conférence des bâtonniers, place Dauphine, avec son chapeau de berger et sa cape de berger. Il ne passait pas inaperçu. Et il racontait une histoire qui était merveilleuse. Il racontait l'histoire d'un garçon qui s'appelait Léon, qui était poursuivi devant le tribunal de police de Saint-Afrique parce qu'il avait maltraité un animal. Il était poursuivi pour mauvais traitement animaux. Et Léon, bien entendu, niait. Selon l'expression utilisée par les gens du cru, il avait, semble-t-il, machiné une brebis. Bon. Alors, Léon était à la barre. Et le témoin, ils avaient cité un témoin qui était Jules. Et le président l'interpelle, lui dit « Jules, alors, oui, mon président, vous êtes passé là, devant l'enclos aux brebis ?»« Oui, mon président. »« Et qu'est-ce que vous avez vu ?»« J'ai vu Léon. »« Et Léon, qu'est-ce qu'il faisait ?»« Léon, oui, mais alors, Léon, vous l'avez pas vu? Qu'est-ce qu'il faisait? »« Ah, mon président. Comment? Vous voyez Léon en train de se livrer à des actes que la morale réprouve et vous ne dites rien? » Il dit « Si, mon président. » J'ai dit « Et qu'est-ce que vous avez dit? » J'ai dit « Bonjour Léon. » Voilà très simplement ce que je voulais vous dire. Je pourrais en raconter d'autres, mais je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qui devait être dit. Lorsque on se réunira un peu à huis clos, je vous lirai la requête du chauffeur de taxi marseillais et le recours en grâce du chauffeur de taxi marseillais. Mais il faut vraiment... là, il faut que les oreilles chastes sortent, parce que, encore que c'est une fois... Encore que... Bon, écoutez, je vous la livre telle que je l'ai découverte, comme tous les étudiants ont dû la découvrir. C'était une requête adressée au garde des Sceaux par un chauffeur de taxi marseillais. Et cette requête, je vous la lis telle qu'on me l'a livrée. Requête adressée au garde des Sceaux, mais elle avait été transmise au procureur général pour être
pour avoir une remise d'une amende. Je suis été condamné injustement par le tribunal correctionnel de Marseille au mois de décembre 1943 par les lois de Vichy à une peine de 200 francs avec les décines. La Cour d'Aix a confirmé la peine et me réclame 2667 francs avec les frais. J'ai eu 6 enfants de 2 lits et je n'ai jamais été condamné, même pas pour une contravention. J'ai fait la guerre de 14, j'ai été nommé caporal, j'ai la croix de guerre et j'ai fait l'occupation en Rhénanie. J'en arrive à mes moutons. Voilà mon histoire. Je passais à 7h, à 7h du soir, quai de la Joliette, et j'ai chargé un client avec une femme qui m'ont demandé de les conduire à Martigues. Aussitôt démarrés, ils se sont embrassés et mis la main où je pense. J'étais pas encore passé l'octroi des docs que la petite était à genoux et après avoir sorti le Saint-Frusquin du client, s'était mis à lui téléphoner dans la vessie, prenant ma voiture pour une maison de tolérance. Je me suis retourné sous le coup de l'indignation pour leur faire mes compliments. Juste que j'arrivais sur un cassis que je n'avais pas vu, la secousse m'a fait m'envoyer dans le décor et j'ai faussé un amortisseur, ce qui prouve que je ne l'ai pas fait exprès, vu que je suis propriétaire de mon taxi. Le malheur a voulu que la petite avait les dents pointues et qu'elle a presque mangé le morceau et qu'il a fallu couper le reste à l'hôpital Hélio-Marin. Je les ai conduits à l'hôpital Hélio-Marin. Malgré ce, je suis cité à comparaître au commissariat où devant le juge d'instruction, il se marrait et pour la petite histoire, et moi aussi. Et j'ai cru que l'affaire était classée, pas du tout. Je suis été cité en correctionnel et condamné par le doute que j'aurais fait exprès. Malheur. J'avais perdu la clientèle et les copains se foutaient de moi car quand ils me voyaient arriver avec mon taxi, ils disaient « Voilà Coco et sa guillotine habite ». Ma femme avec qui je ne suis pas marié se faisait traiter de femme de bordel, de patron de bordel ambulant et voulait me plaquer. Et j'ai bien souffert et on me réclame 2667 francs parce que je n'ai pas pris un avocat qui aurait étouffé l'affaire. Depuis lors, je suis chômeur et réfractaire du STO. Et la réponse du procureur général est assez extraordinaire. Il répond de la façon suivante. Malgré le fait que M. Marius Eugélie, puisque c'était son nom, son cas ne soit pas dénué d'intérêt, je m'oppose au recours dans la mesure où il a cru pouvoir se rendre justicier de faits par ailleurs courants. Voilà. Merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez la possibilité d'avoir Maître Martin qui peut répondre sur sa vie professionnelle, sur son parcours. Voilà. Je ne répondrai pas autrement que sur ma vie professionnelle. Du taxi. Je ne suis pas chauffeur de taxi. Oui. Pourriez-vous nous dire quelle est l'affaire la plus éminente que vous auriez eu à vous occuper, s'il vous plaît? Alors celle qui a été la plus médiatique, c'est l'enlèvement du baron Empin. L'enlèvement du baron Empin. Le baron Empin était un chevalier d'industrie qui a été enlevé à Paris en 1978. J'étais à l'époque jeune avocat et le hasard a voulu que Caillol, un des ravisseurs, avait été précédemment condamné par le tribunal de Montpellier et m'avait choisi comme avocat. Et je suis donc rentré dans ce dossier, qui était un dossier extrêmement médiatique. Je suis resté donc 3 semaines à Paris pour plaider ce dossier, pour ce que je défendais donc un des ravisseurs. Ça, c'est le procès le plus médiatique. Le procès le plus douloureux, c'est un jeune garçon de Lunel qui avait tué ses parents adoptifs. C'était épouvantable. C'est celui qui m'avait précédé au bâtonnat, le bâtonnier Coste, m'avait appelé un soir et m'avait dit, alors que je commençais mon bâtonnat, m'avait dit, il faut que tu prennes ce dossier, tu verras, c'est très lourd, on ne peut rien refuser au bâtonnier, donc j'ai pris ce dossier. C'était terrible. Ce garçon avait tué ses parents adoptifs dans des conditions épouvantables, et je peux dire que j'ai vécu de grands moments de solitude et de détresse, parce que c'était chronique d'une perpétuité annoncée, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc j'ai vécu vraiment des moments extrêmement douloureux. Sinon, il y a un troisième procès qui m'a marqué beaucoup, c'est le procès de l'assassinat de Jacques Roseau à Montpellier. Pourquoi? Parce que Jacques Roseau a été assassiné ici,
et que Jacques Roseau était originaire d'Algérie et que je suis originaire d'Algérie. Donc c'est un des procès qui m'a marqué aussi beaucoup. Après, en tout, il y en a eu d'autres. Je crois avoir plaidé entre 200 et 300 fois aux assises. Oui, parce que j'ai pas tout compté. Et j'archive en ce moment, et il y en a que j'ai oublié d'ailleurs. Oui. Je voulais vous demander, vous êtes toujours en activité? Oui. Oui, mais j'ai heureusement un jeune garçon qui est là, qui prête serment bientôt et qui va pouvoir me succéder. Du moins, je l'espère. J'ai une question. Quel conseil vous pouvez donner à vos futurs confrères qui sont, pour certains, présents dans la salle? Je dis qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger. Le travail et l'humilité. Voilà. À partir du moment... Voyez-vous, j'ai plaidé avec Dupond-Moretti il y a 1 an ou 2 à Bayonne. Il a un immense talent, même si aujourd'hui il a quelques conflits avec le barreau, mais peu importe. Il a un immense talent. Et je me suis rendu compte, en l'écoutant plaider, qu'au-delà du talent, il y avait un énorme travail dans le dossier qu'il avait préparé. Et il n'aurait pas pu plaider ce qu'il a plaidé s'il s'était contenté de son talent. Il y avait aussi le travail. Et donc je dis deux choses. Le talent, ça peut arriver ou pas. Le talent, la voix, la présence dans le prétoire, ça c'est un peu indépendant de notre volonté. Mais le travail, chacun peut travailler. Il n'y a pas des dons particuliers. Autant la voix, la présence dans le prétoire, tout ça, ce sont des dons que l'on a ou que l'on n'a pas. Mais le travail, ça c'est quelque chose que l'on peut acquérir seul, à condition d'en avoir la volonté. Et donc le travail et l'humilité, parce que on n'est jamais rien d'autre que des... Pour reprendre une expression d'Émile Polac, il disait en parlant des avocats que nous sommes des mendiants d'honneur et de liberté. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous quêtons l'honneur souvent, quand nous défendons des gens, des hommes et des femmes, l'honneur souvent a été accordé très largement. La liberté, il faut essayer d'en gagner le plus possible. Voilà le conseil que je donnerai. Mais je ne prétends pas détenir la vérité. Après une carrière si riche, est-ce que vous n'appréhendez pas trop la retraite? Ben, je vais vous dire quelque chose que je peux dire même si ma femme est là. Elle me dit surtout ne t'arrête pas parce que je ne saurais pas quoi faire de toi. On va s'en occuper. Donc je continue pour le moment et puis je continue parce que je crois qu'elle a raison, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas jardiner, je ne sais pas cuisiner, voilà. Je sais pas. Donc je continue tant que j'ai un peu de santé pour pouvoir continuer, que mon genou me porte encore, voilà. Oui. Je suppose que quand vous avez plaidé, surtout aux assises, ça a dû vous arriver d'être persuadé de l'innocence de votre client, qui malgré tout aurait été condamné. Et quel est votre plus grand, je dirais pas regret, mais déception de jugement concernant une supposée innocence? Chaque fois qu'on plaide l'acquittement et qu'on n'obtient pas, on a un véritable sentiment de désespoir. Pourquoi? Parce que, au-delà de la décision rendue par le juge, on a le sentiment qu'on porte une responsabilité de la décision rendue. Et si il y a eu de mauvais résultats, des décisions qui ne répondaient pas à mes attentes, c'était sans doute parce que je n'avais pas été à la hauteur de l'attente qu'on m'avait accordée. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire vœu d'humilité. Parce que comme me le disait mon maître, dans le métier de défenseur au pénal, il y a beaucoup plus de Waterloo que d'Austerlitz. Donc il faut savoir assumer les Waterloo et les Austerlitz aussi. Heureusement, de temps en temps, il y a des Austerlitz, des soleils d'Austerlitz qui effacent un peu le brouillard de Waterloo. Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont avoué leur culpabilité? Et dans ce cas-là, comment vous pouvez les défendre? Ben, si on ne défendait que des innocents, ça serait merveilleux, Pierre. Mais il y a la culpabilité. J'ai plaidé hier un dossier en parlant de la vérité. Et j'ai dit la vérité, il y a la vérité du client, la vérité du dossier, la vérité judiciaire qui est celle du juge qui doit théoriquement parvenir à la vérité judiciaire. Alors il y a des gens qui avouent ou qui n'avouent pas. Et puis, le rôle de l'avocat, et c'est cette conscience au service d'une confiance.
Je me souviens aux assises d'Aix-en-Provence, je défendais 2 jeunes garçons issus de la communauté gitane. À propos des gitans, Polac avait une belle phrase, je vous la raconterai après. Et je vais voir ces garçons à la prison à Luynes, et je leur dis, voilà, vous êtes poursuivis pour 10 vols à main armée. Écoutez, il y en a 5 dans lesquels on peut plaider l'acquittement, il y en a 5 et les autres, il ne faut pas rêver. Et il y en a des 2 qui me dit, maître, faites comme si c'était pour vous. Et alors j'ai plaidé comme si c'était pour moi et j'ai dit à la cour, écoutez, voilà, sur les vols à main armée, il y en a 5 incontestablement, vous pouvez sans risque d'erreur les condamner. Pour les autres, je pense qu'il faut que vous soyez prudents et que le doute doit leur profiter. C'est ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en avouant à la place de mes clients sur des vols qui n'étaient pas contestables, j'ai pu faire en sorte que la décision qui a été rendue soit à peu près acceptable. Mais il fallait que je fasse comme si c'était pour moi. Une anecdote Polac, sur les gitans. Polac a défendu à maintes reprises les membres de la communauté gitane, très souvent. Et il terminait souvent sa plaidoirie de la façon suivante en disant « N'oubliez pas, le gitan, c'est le bohémien de notre enfance, le bourgmestre des cantons de Provence, et il était au pied de la crèche pour quêter la part de la justice de Dieu promise à tous les hommes de bonne volonté. » Et il était au pied de la crèche, le gitan, le bohémien, le bourgmestre de notre enfance, le bourgmestre des cantons de Provence. Il était au pied de la crèche pour quêter la part de la justice de Dieu promise à tous les hommes de bonne volonté. Voilà, oui. Oui, vous nous avez parlé de plusieurs confrères remarquables. Y avait-il quelques femmes parmi Bien sûr. Bien sûr. Une qui est peu connue, mais qui a plaidé des procès qui étaient célèbres à l'époque, qui s'appelle Germaine Sénéchal, qui plaidait tous les procès de l'Algérie française. Halimi plaidait pour la FLN, Germaine Sénéchal plaidait pour les défenseurs de l'Algérie française. Et c'était une femme remarquable. Et j'ai eu l'occasion de plaider aussi avec Maître Smadja, qui était avocat au barreau de Paris et qui était dans l'affaire en pain avant moi. Mais elle a été détrônée par Georges Kiechman, qui était aussi un redoutable avocat. Voilà. Mais j'ai toujours considéré qu'il y avait au barreau autant de talent chez les femmes que chez les hommes, y compris en matière pénale. Avez-vous connu, dans un sens ou dans l'autre, des affaires où les dés étaient un peu pipés? Ce qui veut dire quoi? Qui est bravo de hein? Vous entendez ce que vous voulez. Ouais, on a eu parfois le sentiment que les jeux étaient faits et que tout ce que l'on pouvait dire ou ne pas dire ne servirait à rien. Voilà. Je l'ai rencontré parfois avec certains magistrats dont je savais à l'avance qu'ils n'avaient qu'une culture qui était celle de la détention. Voilà. J'ai eu des moments d'écœurement, de désespoir en arrivant devant certains juges et en sachant à l'avance que tout ce que je pourrais dire serait totalement inutile. Mais ça fait partie aussi de notre métier. Est-ce qu'il t'arrive parfois de refuser des affaires? Ça m'est arrivé jamais. Jamais. Jamais parce que si je suis chaud... Meurtre d'enfants, meurtre de comme ça? Non. J'ai plaidé pour des gens qui avaient tué des enfants dans des circonstances douloureuses. C'était un jour où je plaidais aux assises de Nîmes pour un garçon qui avait tué son enfant. Et dans la soirée, mon épouse m'a appelé, m'a dit « Il faut que tu viennes parce qu'un de nos amis a perdu un de ses enfants. » Il me dit « Il veut te voir. » Donc je suis rentré auprès de ce copain, de cet ami, pour le soutenir dans le drame qu'il vivait. Et le lendemain, je suis retourné aux assises de Nîmes défendre ce type qui avait tué un enfant. Ça fait partie parfois des choses douloureuses, des grands moments de détresse de la vie d'un avocat. Voilà. Et il y en a malheureusement. Il y en a. Voilà. Dans l'assassinat de M. Roseau, Oui. Vous avez défendu les deux assassins? Non, je défendais la mère et la sœur de Jacques Roseau. J'étais partie civile. Je défendais la mère et la sœur de Jacques Roseau.
Merci. J'aimerais vous poser une question sur les prisons. Avec votre longue carrière, vous avez vu l'évolution, on va dire, du domaine carcéral, de la surpopulation carcérale. Que pensez-vous aujourd'hui de l'intérêt du rôle de la prison pour les condamnés? On entend plus ou moins qu'avec la surpopulation carcérale, on pourrait peut-être n'enfermer que les gens qui sont dangereux physiquement pour les autres, et les autres peut-être plus les mettre en prison. J'ai ressorti de mes archives, puisque je suis en train de faire des tris, un livre remarquable qui était écrit par un autre avocat remarquable qui s'appelle Jean-Marc Varro. Le livre s'appelle « La prison, pourquoi faire ?» Pendant tout le temps où j'ai été bâtonnier, et plus encore lorsque j'ai été vice-président de la conférence des bâtonniers et chargé de la commission pénale, je me suis battu pour que la situation évolue dans les prisons. Mais je vais raconter une anecdote. Alors que j'étais président de la commission pénale de la conférence des bâtonniers, il y a eu un jour à la conférence un repas auquel assistait M. Badinter. Badinter n'avait plus aucune responsabilité politique, ni au Conseil constitutionnel, il n'était pas encore sénateur. Et il est venu assister à ce repas, et j'ai eu la chance d'être à sa table parce que je présidais la commission pénale. Et je lui ai dit, mais monsieur, les prisons. Il m'a dit, mon cher ami, les prisons, chaque fois que j'ai voulu lancer une réforme pour améliorer le sort des détenus, j'ai eu contre moi l'opposition politique, et c'est normal. J'ai eu contre moi la majorité de ma famille politique et l'opinion publique. C'est la raison pour laquelle beaucoup de réformes ont été bloquées, hélas, parce qu'il était un des rares à avoir voulu que les choses puissent évoluer. Et nous avions organisé à la conférence des bâtonniers et dans tous les barreaux de France des journées prison pour lutter contre la situation qui est lamentable. Aujourd'hui encore, c'est pas mieux, c'est pire peut-être. Et avec le Covid, et tout, c'est épouvantable. La situation en prison est une situation dramatique. Et François Mauriac avait dit un jour, et c'est la raison pour laquelle il faut que les avocats soient présents, les détenus, c'est un peuple sans voix. Et nous leur prêtons notre voix autant que faire se peut, et malheureusement sans grand succès, parce que la situation ne s'améliore pas vraiment. Alors on dit on va construire des prisons, ça n'est sûrement pas la solution. Il faut surtout faire en sorte que la prison soit un ultime recours, et qu'on l'utilise que lorsqu'on ne peut pas faire autrement, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a des peines alternatives qui doivent être mises en place de plus en plus souvent. Hélas, elles ne le sont pas. Il y a beaucoup de comment dirais-je, de recul chez les juges de l'application des peines. On ne sent pas la volonté de faire en sorte que la détention diminue. Et ça, c'est quelque chose. Je suis allé en prison dès le début de ma carrière. Je continue à y aller, moins maintenant, mais je continue à y aller. C'est chaque fois un crève-cœur. Une question derrière. Vous qui avez beaucoup plaidé aux assises, qu'est-ce que vous pensez de la cour criminelle qui est envisagée actuellement? Alors j'ai cru comprendre qu'elle avait été supprimée, ou pas, je ne sais pas. On m'avait dit récemment qu'elle... Ça a été revoté, c'est en train d'être revoté, ça sera normalement applicable début 2022. L'expérimentation est terminée dans les roues en tout cas. Alors c'est une cour qui est sans juré. Pour moi, c'est désolant. La cour d'assises, la juridiction criminelle, c'est la juridiction du peuple. Comment parler du peuple s'il n'y a plus de jurés? Les jurés, c'est le peuple. Donc moi, je veux bien que les magistrats soient tous des gens conscients de leurs responsabilités. Mais moi, je préfère m'adresser à des jurés. Voyez-vous, ce que je racontais, le 6e juré, je ne pourrais pas le dire avec un magistrat professionnel en disant, vous, monsieur le... Non, je crois que la cour d'assises telle que je l'ai vécue, c'est la cour d'assises avec les jurés. Et je ne comprends pas que l'on puisse accepter, et plus encore que Dupond-Moretti, qui s'est battu contre ça, puisse aujourd'hui accepter que cette réforme puisse être votée. Pour moi, la cour d'assises, c'est les jurés. Merci. Je suppose que vous avez dû plaider pour, avant 1981 oui. Pour des affaires où les gens risquaient la peine de mort. Oui, c'est ça. C'est ce que vous vouliez dire. Ben, ça m'est arrivé une fois.
puisque j'ai vécu comme un soulagement la loi qui a aboli la peine de mort. Parce que mon maître m'avait raconté, on l'appelait le soir à 5 h, le procureur général, maître, il faut que vous soyez demain matin à la prison de Béziers, puisque la guillotine était dressée à la prison de Béziers. Et demain matin, il faut que vous soyez là-bas, puisqu'on va exécuter votre client. Alors j'ai vécu comme un soulagement immense l'abolition de la peine de mort. Et comme j'ai prêté serment en 70 et que l'abolition était terminée en 81, j'ai vécu quand même 11 années de ma vie professionnelle avec cette épée de Damoclès sur la tête de mes clients. Et un jour, aux assises du Gard, je défends un jeune garçon qui avait tué une vieille dame et qui avait mis le feu à la maison. C'était des conditions horribles. Et l'avocat général qui devait requérir m'avait dit, je vous préviens maître, je vais requérir la peine de mort. Mon sang était glacé. Alors on est allé à l'audience, et heureusement ce jeune garçon qui avait une vingtaine d'années, à l'audience a été tout à fait remarquable. Il a tout reconnu, il a donné des explications qui ont été accueillies par ceux qui l'écoutaient, les juges et les jurés. Et à une suspension d'audience, l'avocat général est venu vers moi et m'a dit, maître, finalement, je ne vais pas requérir la peine de mort. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie d'embrasser un avocat général. Mais c'était un soulagement, incontestablement. Parce que ce que m'avait raconté mon maître, le condamné à mort qui enlève son manteau après avoir été, ou avant d'être à la guillotine et qui dit à son avocat, tenez maître, donnez-le à ma mère, elle n'en aura plus besoin que moi. J'ai vraiment espéré ne jamais le vivre. Jamais. C'était terrible. Ton maître, c'était Thévenet? Jean Thévenet. C'est Thévenet. Oui. C'est lui qui m'a permis d'être avocat et de le rester surtout. Moi, j'arrivais ici ne connaissant personne et avec une situation de mes parents qui était modeste. Donc voilà. Le stage, monsieur Bâtonnier, durait combien de 3 temps ans. à l'époque? 3 ans. Et j'ai eu comme... Il n'y avait pas d'élèves d'école du barreau à l'époque. On faisait des stages avec les bâtonniers. C'était les 3 bâtonniers, donc j'ai eu Christol, Marchand et Péridier. 3 bâtonniers exceptionnels. Et il y a d'ailleurs, sur Péridier, je ne sais pas si vous l'avez connu, le père Péridier, le sénateur. Jean. Il y a pas Georges, hein, le père. Ouais. Et il faisait partie de ces avocats qui étaient plus politiques qu'avocats, dont on peut dire qu'ils ne savaient rien en réalité. Rien. Et ils allaient plaider, mais ils étaient surtout conseiller général, maire. Voilà, c'était l'essentiel de leur activité. Et il y a une très belle anecdote sur Péridier. Il y a une servitude qui s'appelle la servitude du tour d'échelle. C'est-à-dire quand vous devez couper les arbres de vos voisins, c'est la servitude du tour d'échelle. Et Péridier, un jour, plaidait contre quelqu'un qui invoquait la... Alors, il se met en colère, ça m'a été raconté, j'étais pas présent à l'audience, mais ça m'a été raconté. Il se met en colère, il dit, mais je la connais, la servitude de la courte échelle. Il ne savait rien, c'était... Le barreau, c'était accessoire pour moi. C'était une époque merveilleuse. Je me souviens à Zema, un jour, j'étais allé plaider exceptionnellement au tribunal administratif où m'avait envoyé mon maître Jean Thévenet. Et moi, j'étais d'une nullité crasse en droit public. Hein. Donc, je me plaidais au tribunal administratif. Et celui qui plaidait avant moi, c'était le bâtonnier Azema. Il avait une affaire. Manifestement, il avait tout faux. Et le commissaire du gouvernement l'avait véritablement renvoyé dans ses buts. Alors, en sortant, il me voit et me dit, mais t'inquiète pas, petit, ici, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais bon, c'était des gens qui étaient devenus avocats parce que c'était un peu à la mode, mais ils étaient surtout des élus. Azema, il était conseiller général des Mattel, Péridier était maire de Poland, il a été sénateur pendant 40 ans. Enfin voilà, leur vie, c'était... D'ailleurs, il y avait un rallye qui était organisé tous les ans au barreau, qui était, ils allaient de ville en ville, les villes où ils étaient maires. Escargal était maire de Sète, voilà, ils faisaient un rallye de voitures, voilà. Mais il y a eu aussi des gens d'un immense talent, hein, comme Jean-Claude Barral, qui est décédé récemment, qui était à mon avis un pénaliste exceptionnel,
qui était inscrit au barreau de Montpellier. Voilà. C'est l'heure. Eh bien, si c'est C'est l'heure, l'heure, on va clôturer. si monsieur c'est l'heure, on va Bâtonnier. dormir. Hein? Si c'est l'heure, on va dormir. Merci pour cette intervention, monsieur Bâtonnier, vraiment. Je vois que tout le monde a été attentif et tout le monde vous a écouté avec grand intérêt. Vous nous avez dit que l'avocat, c'était une conscience au service d'une confiance. Et moi, je retiendrai cette phrase que vous nous avez dite et qui bien, ce soir, nous a fait passer un moment très agréable en votre compagnie. Voilà. Tant mieux et merci à vous en tout cas. Merci, vraiment. Et on peut vous applaudir parce que des moments comme ça, c'est vraiment Tant mieux. très très intéressant pour tout le public qui était là et puis pour tous les confrères qui ont appris aussi plein de choses Tant mieux. de Merci à votre toutes et part. à tous d'avoir été là. Merci beaucoup, monsieur Bâtonnier. Merci à vous.